Bonjour, c'est Yves. Voici un nouveau format sur la chaîne qui vous plaira, je l'espère. Je vais faire ici quelques portraits de figures marquantes, en tout cas marquantes pour moi, du monde de l'informatique. Et pour inaugurer ce nouveau format, je vous propose de parler de Kenneth Lane Thompson, Thompson avec un P. Ce cher Ken, oui on va l'appeler Ken pendant cette vidéo, ce cher Ken donc est né le 4 février 1943 à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Fasciné depuis toujours par la logique, il poursuit un premier cycle universitaire à Berkeley en Californie. Évidemment, quand il a la possibilité de mettre la main sur un ordinateur, sa passion pour la logique aidant, il va se jeter dessus. Il va passer quelques années comme ça, à étudier plein de domaines, et à devenir, selon ses propres termes, un étudiant professionnel. Il travaillait beaucoup, apprenait plein de choses, mais c'est pas le genre de type avec une grande ambition. Il apprenait pour lui, pour comprendre sans vraiment chercher à savoir quoi faire de ses connaissances. Il était vraiment chez lui à l'université, un peu à la maison. D'ailleurs, le plus gros ordinateur de l'université était utilisé de 8h à minuit. Une fois minuit arrivé, il sortait ses clés et il allait dans la salle de l'ordinateur pour s'en servir de son côté, jusqu'à 8h du matin. Il avait le plus gros ordinateur de l'université comme ordi personnel. Parmi ses professeurs se trouve une personne qui est là pour enseigner juste une année et qui travaille habituellement au Bell Laboratories, aussi appelé Bell Labs. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vais déjà faire une petite aparté sur les Bell Labs. Les Bell Labs, c'est très vieux. C'est l'avatar d'un laboratoire créé à la fin du 19e siècle. Il s'agit du département recherche et développement de l'American Telephone and Telegraph Company, plus connu sous le nom de AT&T. Alors je sais, en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Ça a appartenu à Graham Bell au début, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. AT&T a eu le monopole sur les lignes téléphoniques pendant la majeure partie du XXe siècle. Et du coup, chaque fois qu'un appel était passé aux États-Unis, un petit pourcentage de la facturation était dédié à la R&D, et donc aux Bell Labs. Autant dire qu'ils avaient des budgets assez incroyables. Et les résultats sont là. On compte pas moins de 9 prix Nobel et 4 Turing Awards pour des travaux faits conjointement avec les Bell Labs. Mais revenons-en à Ken Thompson. Arrivé à la fin de sa dernière année de second cycle, il ne prend même pas la peine de vérifier s'il a validé son diplôme, ni même de s'inscrire dans le troisième cycle. En gros, ce qui l'intéresse, c'est d'apprendre des trucs et de jouer avec les ordinateurs qu'il a à sa disposition. L'été se passe, et il a la surprise que ce prof temporaire qui bosse au Bell Labs donc, lui envoie un emploi du temps pour la rentrée, en troisième cycle. Alors non seulement il a eu son diplôme de second cycle, mais en plus il a été inscrit pour le troisième cycle sans même en avoir fait les démarches. Alors il commence son troisième cycle. Beaucoup de recrutements et de tentatives de recrutement ont lieu durant cette année-là. Pas mal d'entreprises montent des petits stands dans le gymnase pendant des sessions où les élèves rencontrent les entreprises. Ken ne se rend pas à ces réunions dans lesquelles les stands sont alignés les uns à côté des autres. À plusieurs reprises, il a rendez-vous avec des recruteurs des Bell Labs, mais à chaque fois, il zappe complètement le rendez-vous en étant occupé à une autre tâche. Il se qualifie lui-même, à l'époque, de sans ambition. Il ne voit pas la possibilité de valoriser ses connaissances avec un métier. Il profite juste de l'université pour apprendre, pour partager ce qu'il apprend. À force de ne pas réussir à discuter avec Ken Thompson, le recruteur des Bell Labs prend une décision radicale. Un soir, il va directement sonner à la porte de l'appartement de Ken Thompson. Ce dernier le reçoit avec plaisir et ils vont discuter autour de bière et de ginger schnapps. Mais Ken est assez mal à l'aise de se faire payer un voyage sur la côte est des États-Unis alors qu'il sait très bien que sa réponse finale sera non. Il ne souhaite pas travailler pour les Bell Labs. Devant l'insistance du recruteur qui lui assure qu'il n'y a aucun problème, il finit par accepter et va en profiter pour rendre visite à des amis qu'il a sur la côte est et sur le trajet vers la côte est des États-Unis. Il négocie également pour que la rencontre avec les Bell Labs passe de 2 jours d'entretien à une seule journée, car il en est convaincu, il n'est pas intéressé pour travailler là-bas. Vous devez vous en douter que tout va pas vraiment se passer comme prévu pour lui une fois arrivé aux Bell Labs. Le premier endroit que Ken va découvrir, c'est le couloir du Computer Science Research chez Bell Labs. Et là, il va être très surpris. Il connaît chacun des noms sur les portes des bureaux du couloir du bâtiment. C'est un véritable choc pour lui. Alors, il va passer un entretien, notamment avec 2 personnes. Une de ces personnes, c'est Shen Lin, un mathématicien qui est, par exemple, l'auteur d'un algorithme pour résoudre le problème du voyageur de commerce, qui est un problème classique en informatique et en algorithmique. Bon, l'entretien se passe bien. À la fin de la journée, Ken reprend sa voiture de location et repart de la côte est des États-Unis pour rentrer à Berkeley. Il fait plusieurs étapes voir ses amis qui sont dans la région. Et à sa surprise, à son 3e arrêt,
une proposition des Bell Labs l'attend chez son pote. Il repart avec l'offre sous le bras et pendant son trajet d'environ 2 heures jusqu'à l'étape suivante, il n'arrête pas d'y penser. Forcément, à la 4e étape, il finit par téléphoner aux Bell Labs depuis chez ses amis. Il accepte l'offre. Il restera aux Bell Labs pendant 35 ans. À cette époque, la plupart des ordinateurs étaient limités à une seule tâche. Au MIT, fin 1961, début 1962, un système qui permet à plusieurs programmes de fonctionner simultanément sur l'ordinateur est présenté. Il s'agit de CTSS, le Compatible Time Sharing System. Ce dernier fonctionne sur un IBM 7090 et présente plein de nouveautés qui nous sont familières aujourd'hui. C'est par exemple le premier système d'exploitation qui permet de se connecter avec un identifiant et un mot de passe. C'est également sur CTSS que Louis Pouzin, alors membre du MIT, écrit un programme qui s'appelle Runcom et qui a pour objectif d'exécuter des commandes que l'on a mises dans un fichier. C'est l'ancêtre des scripts shell. Enfin, on trouve aussi QED, l'ancêtre de ED et donc de VI ou Vim sous Unix. Bref, c'est un système révolutionnaire qui préfigure les systèmes d'aujourd'hui. General Electric, gros consortium industriel américain, construit un ordinateur dont l'objectif est de fonctionner avec un système d'exploitation en time sharing. Il s'agit du GE645. Le MIT s'y associe pour écrire un système encore plus abouti que CTSS. Mais le MIT ne fait que la conception des éléments du système. Ce sont les Bell Labs dans lesquels l'implémentation ou la programmation du système lui-même est réalisée en suivant les demandes du MIT. Il y a donc environ 25 personnes qui travaillent sur ce nouveau système appelé Multix pour Multiplexed Information and Computing Services. Ken Thompson fait partie de l'équipe de développement. Mais le travail n'est pas très intéressant pour eux. En fait, ils ne font que réaliser des éléments sans avoir une vision d'ensemble claire et sans vraiment pouvoir s'épanouir dans ce qu'ils sont en train de faire. L'encadrement chez les Bell Labs va se rendre compte du peu d'intérêt de ses ingénieurs et va donc se retirer du projet. General Electric se retire d'ailleurs aussi du projet pour passer la main à Honeywell qui vendra Multix plus tard pendant plusieurs années. Mais les Bell Labs se sont retirés du projet avec un goût amer dans la bouche. Chez les Bell Labs maintenant, c'est pas de système d'exploitation, c'est pas notre métier, on ne fait pas de système d'exploitation. Et puis là au milieu se trouve Ken Thompson qui lui veut bosser sur des systèmes d'exploitation. Alors, il va trouver dans les locaux ce qu'ils appelaient une workstation ou une station de travail. C'était un petit ordinateur PDP-7 de chez Digital Equipment Corporation ou DEC. Il était utilisé comme outil de conception électronique. On dessinait un certain nombre d'éléments sur un écran cathodique à l'aide d'un stylet, puis le PDP-7 envoyait ça à une plus grosse machine pour faire des calculs. Et le résultat était ensuite accessible à nouveau sur le PDP-7. Il a alors pris cette machine et a développé des jeux dessus. Il va par exemple développer un shoot 'em up dans lequel 2 joueurs se chassent et le premier qui tue l'autre a gagné. Pour faire ça, il va installer son système sur plusieurs PDP-7 dans les Bell Labs et utiliser la liaison téléphonique entre eux pour faire passer les informations. C'est carrément un jeu en réseau. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit encore, mais Ken, c'est un gamer. C'est pas facile d'être un gamer dans les années 60-70, hein. Il n'y a pas de console, il n'y a pas de PC, rien de tout ça. Mais il y a un autre truc qui est intéressant avec ce PDP-7. Et ce truc, c'est un disque dur. Alors bon, tout le monde sait ce que c'est qu'un disque dur aujourd'hui, hein. Mais à l'époque, ce disque dur faisait pas moins de 2 mètres de haut et un seul plateau, qui était d'ailleurs positionné verticalement. Alors pour la petite histoire, il y a une légende avec ce disque dur, qui était que on ne se mettait jamais devant ou derrière lui. Au cas où. Un disque de 2 mètres qui tourne à grande vitesse et qui se détache, ça peut faire mal. Et ce disque donc était très rapide, bien plus rapide que la machine, ce qui était un peu dommage. Du coup, Ken s'est mis à écrire un algorithme d'ordonnancement pour optimiser le début de ce disque, histoire d'avoir les meilleures performances possibles. Mais pour le tester, il faut avoir des données à manipuler. Là, il ne s'agit pas de mesurer la vitesse de lecture séquentielle du disque, mais de mesurer la vitesse d'un usage réel et de pouvoir comparer ça avec les autres algorithmes qui existaient. Il a donc écrit quelques programmes qui manipulaient des données, je pense qu'il a écrit aussi de quoi avoir des fichiers. Et au bout d'un moment, il se rend compte qu'il n'est pas très loin d'avoir écrit les bases d'un système d'exploitation en utilisant son expérience acquise lors de l'épisode Multix. Quand je dis pas très loin, il faut comprendre 3 semaines de boulot. En effet, il lui manque un éditeur pour écrire d'autres programmes directement sur son système, 1 semaine. 2, un assembleur pour transformer le code écrit dans cet éditeur en programme exécutable, 1 semaine. Et une interface qui lui permet d'accéder à ces fichiers, un embryon de noyau en fait, 1 semaine également. Et totalement par hasard, pile à ce moment, son épouse part en vacances 3 semaines avec leur enfant d'1 an chez ses parents à elle, de l'autre côté des États-Unis, en Californie.
Il y a donc 3 semaines où il va être 100% disponible pour son projet. Il réalise donc son projet qui va ensuite fonctionner sous le nom de Unix. Les systèmes Unix étaient nés. Alors par la suite, il va inventer le mécanisme des pipes sous Unix, il va créer la commande grep, enfin tout un ensemble de choses qui sont fondamentales encore aujourd'hui sur Linux ou Unix. Il a également écrit le langage B qu'il va ensuite modifier à l'aide de Dennis Ritchie pour créer le langage C. Mais si je me suis dit que j'allais écrire un portrait de Ken Thompson, c'est parce qu'il ne s'est pas arrêté là. Tout à l'heure je disais que c'était un gamer. Alors quand on n'a pas de Overwatch ou WoW Classic pour jouer, on trouve des alternatives. Et une de ces alternatives était le jeu d'échecs. Et là, ça commence assez tôt, car il s'intéresse aux échecs alors qu'il est grosso modo en classe de 5e. C'est l'époque à laquelle un petit génie des échecs fait la une des journaux, un certain Bobby Fischer. Vu qu'ils ont quasiment le même âge, ça donne l'idée à Ken de s'intéresser aux échecs. Il s'inscrit au club de son école, mais c'est moins intéressant qu'il n'y paraît. En fait, il aime pas trop gagner, par exemple, car il se sent mal pour son adversaire qui investit beaucoup d'énergie et de cœur. Évidemment, il aime pas trop perdre non plus. Bon, du coup, là, c'est un peu compliqué pour lui. Ça limite quand même les options. Mais c'est bon, là, il a quand même pris le virus des échecs. Plutôt en tant que spectateur au final. Comme ça, il n'a pas à gagner ou à perdre, mais il peut apprécier la beauté des stratégies et l'élégance de certains mouvements. Encore aujourd'hui, il est capable de se lever vers 4h du matin pour suivre un match de l'autre côté de la planète. Du coup, quand il est chez les Bell Labs, il décide d'écrire un programme de jeu d'échecs. En 1972, l'ACM, l'Association for Computing Machinery, fait son premier tournoi de jeu d'échecs dans sa compétition annuelle. Il s'y inscrit donc avec un programme de jeu d'échecs écrit dans ce nouveau langage C. L'expérience de ce tournoi lui apprend une chose, c'est que seule la vitesse de calcul compte. Il va travailler pour améliorer ça. Ce qu'il va créer est une machine autonome pour jouer aux échecs. Cette fois, c'est plus qu'un programme, puisque c'est un système autonome, matériel et logiciel. En 1978, il retourne au tournoi de l'ACM et cette fois, il va en sortir vainqueur. Ce qui ne sera pas le cas de l'année suivante. Entre-temps, il va faire connaissance de Joe Condon, un autre ingénieur qui bosse régulièrement au Bell Labs et qui est particulièrement doué dans la conception de cartes électroniques. Ensemble, ils vont construire Bell, le successeur de son petit système autonome, mais d'un niveau incomparable. En 1980, Bell va être le premier ordinateur dédié aux échecs à gagner le championnat du monde des jeux d'échecs informatiques, enfin, le World Computer Chess Championship. Il gagnera également le tournoi de l'ACM 5 années d'affilée. Bell va même servir de modèle pour la conception de Chip Test, l'ancêtre de Deep Blue, qui a battu les humains aux échecs. Alors on se dit que c'est déjà un type qui a apporté pas mal à l'informatique. Vous pensiez que c'était tout? Mais que nenni! Il va encore faire un coup d'éclat. Et pour ce nouveau coup d'éclat, on va aller au début des années 1990. À cette époque, les systèmes informatiques commencent à être bien démocratisés, mais le problème du support des différentes langues est très présent. En effet, la plupart des systèmes dérivent directement ou indirectement de la représentation des alphabets avec l'encodage ASCII, qui ne représente guère que certains alphabets latins de façon interopérable. Si vous voulez mieux comprendre le problème, j'avais fait une petite vidéo sur le sujet, je vous la mets en fiche ici et dans la description de la vidéo. Donc, au début des années 1990, Ken travaille sur un système d'exploitation appelé Plan 9. Pour le rendre vraiment interopérable, il était prévu d'utiliser la norme ISO 10646 pour que Plan 9 supporte les tables de caractères sur 16 bits, ce qui aurait permis d'avoir pas mal d'alphabets dans la table de caractères. Il bosse dessus avec Rob Pike, un ingénieur canadien qui bosse aussi au Bell Labs. Peu de temps avant de publier Plan 9, Rob Pike se souvient avoir reçu un coup de fil de la part d'une personne de chez IBM qui faisait partie du comité Xopen. Bon, un peu de contexte s'impose car je mets Xopen dans la boucle, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Pour le comprendre, il faut savoir que les années 90 ont été assez difficiles pour les systèmes Unix, car il y en a beaucoup de variantes et celles-ci ne sont pas toujours interopérables, c'est-à-dire qu'un programme qui tourne sur une version d'Unix ne va pas forcément être adaptable sur une autre version d'Unix. Pour compenser ça, plusieurs organismes sont créés, comme la Xopen Company, qui a pour but de définir et de mettre en place des normalisations. On lui doit par exemple la SUS, la Single Unix Specification, le protocole LDAP, Corba et d'autres trucs que les informaticiens peuvent connaître. Donc, le type appelle Rob Pike pour que la norme des représentations des caractères utilisés dans Plan 9 ne soit pas celle de la norme ISO, mais celle définie par la Xopen Company. Mais là, Rob va comprendre qu'il y a une belle opportunité pour concevoir un meilleur standard et d'avoir le Xopen qui le mette en avant. Il va donc proposer ça, et le type accepte que Pike et Thompson proposent leur standard si c'est fait de façon très rapide. Du coup,
En septembre 1992, Ken et Rob décident de dîner ensemble et pendant le dîner, ils vont concevoir UTF-8. Quand ils ont envoyé leur proposition à X-Open après le dîner, la réponse a été que cette proposition était meilleure que le projet sur lequel le X-Open travaillait. C'était un mercredi soir, et le X-Open leur demanda quand ils pourraient avoir une version à présenter car le vote de décision est imminent. Le lundi suivant, ils avaient un système fonctionnel. Et UTF-8 était inventé et mis en avant par le X-Open. Aujourd'hui, le standard UTF-8 est le standard utilisé quasiment partout pour écrire du texte, page web, document texte, etc., etc. Et ça dans les différents alphabets, ainsi que dans les langues qui ne sont pas basées sur des alphabets. Ça prend en compte plein de choses comme le sens de lecture des caractères et la possibilité d'y mettre autre chose que des alphabets associés aux langues. C'est grâce à UTF-8 qu'on peut s'envoyer des emojis par exemple. Bon allez, encore un petit truc pour finir. Aujourd'hui Ken Thompson bosse chez Google et il y a coécrit le langage Go. Mais comme on peut le voir, le monde de l'informatique lui doit vraiment beaucoup. Pour cette vidéo, je me suis inspiré d'une interview extraordinaire qu'il a donnée ce printemps à Brian Kernighan et dans laquelle il y a une tonne d'anecdotes que j'ai pas mentionnées. Je vous la mets en référence ainsi que quelques autres sources qui m'ont permis de faire la vidéo. Alors voilà pour ce premier portrait. J'espère que ça vous a plu, je compte en faire quelques autres mais ça va être compliqué d'arriver à ce niveau quand même. Tout le monde n'est pas Ken Thompson. En tout cas, si ça t'a plu, tu peux t'abonner. J'ai vu que la très grande majorité de ceux qui regardent la vidéo ne sont pas encore abonnés. Tu peux aussi partager la vidéo à ceux que ça pourrait intéresser. En plus, j'ai mis en place un serveur Discord pour ceux qui voudraient qu'on discute en dehors des vidéos. Le lien est évidemment dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!